Nouvel entretien du jour sur Sika Télévision. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le Covid-19, la psychose jusqu'où. Et pour en parler avec nous, nous avons déjà sur ce plateau notre invité, M. Bruno Arouamaya-Gaou. Il est vice-président du secrétariat exécutif international de lutte contre le coronavirus. Nous en saurons un peu plus dans quelques instants. Alors, M. Bruno, bonjour. Bonjour. Alors justement, vous êtes vice-président du secrétariat exécutif international de lutte contre le coronavirus. Est-ce que vous voulez déjà nous dire ce que c'est? Depuis quand est-ce que ça existe? Alors, il faut dire que le coronavirus lui-même, je veux dire, va être connu à partir du 31 décembre de cette année à Wuhan, en Chine. De 2019? Oui, le 31 décembre 2019. Et puis, ça devient un phénomène dans les semaines qui suivent. On commence à regarder tous vers la Chine et ça va s'exporter vers l'Europe et on va commencer à se poser pour nous, Africains, beaucoup de questions parce que l'Europe abrite beaucoup de nos frères. Et il y a toujours des mouvements entre l'Europe et l'Afrique et c'est à partir de cet instant qu'on commence à s'interroger et des analyses commencent à fuser ici et là. Et puis, quelques amis intellectuels, quelques amis écrivains, journalistes et tout, décident de commencer à approfondir la réflexion et de cette réflexion justement va naître la coalition internationale de lutte contre le Covid-19. Donc c'est une structure qui naît en Angleterre et en Belgique pour un départ et puis après l'Afrique aussi rentre dans la danse, en Côte d'Ivoire, au Tchad, en Guinée, ici et au Burkina Faso. Donc nous sommes en train de mettre sur pied, on continue de mettre... C'est quoi votre vision? Je veux dire que depuis les 1 mois et demi que nous sommes nés, nous avons essayé d'envoyer quelques signaux à quelques gouvernants, à quelques institutions internationales pour essayer de voir quelle pourrait être la réponse africaine par rapport au coronavirus. Donc de manière essentielle, nous pensons que c'est une maladie qui naît hors d'Afrique. Et nous pensons tout de suite à ce que le sida nous a envoyé comme message il y a de cela quelques décennies. Vous savez que le sida est né aux États-Unis dans le milieu homosexuel et puis rapidement il a évolué pour devenir la maladie de l'Afrique, on peut parler ainsi. En Europe et aux États-Unis, il avait un comportement qui n'était pas celui qu'il a eu ici en Afrique. Donc on a pratiquement dans l'histoire du sida 2 types de sida, un pour l'Europe et puis un autre pour l'Afrique. Alors on se demande, est-ce que le Covid-19, s'il arrive en Afrique, va être le Covid-19 de l'Europe ou de la Chine? Est-ce que les facteurs en Afrique ne vont pas lui donner une autre dimension, un autre comportement? Puisqu'on a parlé d'un virus à mutation. Oui, qui a muté donc du règne animal et qui s'est déporté donc chez nous les humains. Mais vous savez que les conditions en Chine et les conditions en Europe ne sont pas forcément les conditions en Afrique. Nous sommes un pays plutôt tropical. Nous avons une population qui a des particularités. Chez nous encore, il y a la promiscuité, il y a d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs aggravants, l'insalubrité, on a les insectes, on a tout un environnement qui nous fait craindre que ce virus, s'il arrivait ici par mégade, pourrait devenir un phénomène incontrôlable. Bon, puisque apparemment le virus est déjà sur le continent. Oui, il nous rend visite déjà. Et on voit toute la panique qu'il y a autour. On voit beaucoup de phénomènes qui s'observent quand même. Quelle est la lecture que vous faites de toute cette situation-là? Alors, donc, je disais que depuis 1 mois et demi que nous sommes là, nous avons essayé d'envoyer des signaux à quelques organisations internationales, sous-régionales et régionales. Maintenant, nous avons décidé de passer à la phase pratique parce que on a constaté que nos gouvernants sont face à un phénomène auquel ils ne s'attendaient pas. Ça balbutie, ça va dans tous les sens. Et pourtant, on a eu le temps, hein. On peut dire, on a eu le privilège, hein. Le continent africain est le dernier à vraiment accueillir, si je peux dire comme ça, excusez-moi le thème, ce virus-là, le Covid-19. Depuis que ça a commencé en décembre en Chine, après ça s'est exporté en Europe, après aux États-Unis, ben, l'Afrique a eu tout le temps pour se préparer. Nous avons une particularité. Il ne faut pas qu'on joue les étonnes et les surprises. Nous avons une particularité en Afrique, mais nous disons que nos gouvernants, par rapport à la réaction qu'ils apportent à ce phénomène, semblent être pris à la gorge. Ici et là, je veux dire, dans quelques pays, c'est déjà des couvre-feux. Certains ont confiné, certains ont renvoyé les élèves à la maison, d'autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une réaction uniforme sur le continent. Et nous continuons de dire que nous voulons passer maintenant à la phase pratique, parce que ce que nous attendons le plus pour nous, c'est la réponse africaine au coronavirus. Il ne faut pas qu'on tombe dans le mimétisme. En Europe, il y a des dispositions qui ont été
prises. Mais ici, est-ce que nous allons, par snobisme, est-ce que nous allons je ne sais pas, rentrer dans ce que l'Europe fait de manière systématique? Un confinement en Afrique, une reclusion, pour ne pas dire une prison à ciel ouvert, avec la nature de notre économie, avec la complexité de notre population, avec la complexité de notre urbanisation, pourrait vite tourner au drame. Est-ce que nous sommes préparés à subir un confinement, par exemple? Nous avons une population qui vit au jour le jour, en grande partie, donc des gens qui gagnent leur pain au quotidien. Quand vous les confinez 3 jours, bon, on peut ici au Bénin gérer notre petit sachet de gari, mais si ça prend 1, 2, 3 semaines parce qu'on est en train de partir vers un confinement qui est annoncé, qui est en train de se généraliser partout sur le continent, ça va prendre combien de temps? Est-ce qu'on va respecter rigoureusement les 2 semaines ou bien ça sera par des conditions tacites? Et selon le secrétariat exécutif international, on doit s'adapter, adapter nos moyens de lutte contre le Covid-19 et ne pas forcément suivre ce qui se fait en Europe ou ailleurs. Tout à fait. Qu'est-ce que vous préconisez déjà? Nous préconisons d'abord que l'Union africaine convoque déjà le comité scientifique africain. Nous avons des experts, nous avons des épidémiologistes. Nous voulons qu'ils se réunissent à un colloque très rapidement pour nous dire qu'est-ce que c'est que l'histoire du Covid-19. Parce que on n'a pas véritablement la bonne information encore. Mais en temps normal, est-ce qu'on a à courir après ces experts-là? Ils devaient peut-être ils doivent être mobilisés. Ils sont dans le laboratoire, déjà. Ils sont à l'université, ils sont ici et là, mais c'est une question de santé publique et c'est les gouvernants qui doivent monter au créneau. Quand les gouvernements ne le font pas, nous commençons d'abord par toucher l'organisation régionale qu'est l'Union africaine. Nous lui adressons un courrier et nous lui demandons d'organiser très rapidement ce colloque-là pour ne pas qu'on tombe dans ce que le SIDA nous a envoyé comme message. Nous avons une maladie qui est une pandémie ailleurs, qui pour nous ne doit pas nous installer dans la psychose, nous installer dans la peur. Nous avons des réponses africaines à apporter au coronavirus. Donc ce colloque pour nous va permettre que nous puissions entendre nos experts sur la question, parce que quand la France convoque un comité scientifique, mais il parle aux Français. Macron parle aux Français. Qu'est-ce que nos chefs d'État nous disent par rapport à ce mal? Il y en a qui ne communiquent pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Certains sont montés au créneau, beaucoup sont attentifs. Est-ce que nous allons tomber dans le fait qu'on va répliquer tout de suite chez nous et on va copier-coller tout de suite chez nous ce qui sera décidé en France pour les pays francophones, ce qui sera décidé en Angleterre, aux États-Unis pour les pays anglophones en Afrique? Nous sommes en train de nous poser beaucoup de questions et nous sommes en train d'attirer l'attention donc des gouvernants et de l'organisation régionale pour dire il faut rapidement que ce comité scientifique se mettent sur pied et nous disent d'abord ce que c'est et comment est-ce que les Africains doivent se comporter par rapport à cela. Il y a on parle aussi au niveau des remèdes, de la chloroquine, qui au début a été bottée en touche, elle n'a pas été acceptée. Il y a eu beaucoup de débats au niveau européen, et puis maintenant la France vient officiellement de prendre un décret pour reconnaître donc l'administration de la chloroquine. Est-ce que chez nous, en Afrique, on aura besoin de la même chloroquine? Est-ce que ça sera à titre préventif ou à titre curatif? Est-ce que nous sommes outillés pour fournir donc à nos populations assez de chloroquine? Comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que les populations iront vers les pharmacies pour se procurer ce remède? C'est la même chose aussi. On a observé un spectacle quand même autour de la chloroquine. Oui, tout à fait. Dès que le débat a commencé en Europe, l'Afrique aussi s'est mise dans la danse. Oui. Alors on a réquisitionné la chloroquine dans les pharmacies, ce n'est plus en vente, etc. Mais est-ce qu'on n'oublie pas quelque chose? Parce que les Africains sont habitués à des molécules auxquelles les Français, ou en tout cas les Européens, ne sont pas du tout habitués. Il y a le paludisme en Afrique, il n'y en a pas en Europe, il n'y en a pas aux États-Unis en général. Et donc, du coup, chloroquine, en tout cas les antipaludéens, les Africains, ils sont habitués. Tous les Africains souffrent de paludisme, traitent le paludisme très souvent. Du coup, est-ce qu'on avait vraiment à avoir la même peur d'aller vers la chloroquine, tout comme les Européens? Parce que c'est comme si on a un peu fait du suivisme quelque part, non? On n'a pas un peu fait, nous sommes dans le suivisme béat depuis le début.
nous sommes en train, au niveau même de la sémantique, en train de répéter ce que l'Europe répète, en train de répéter ce que la Chine a répété. C'est pour cela que nous voulons que ce comité de scientifiques africains se penche rapidement sur la solution. La chloroquine a fait débat en Europe, elle est acceptée. Est-ce que chez nous, il nous faut de la chloroquine? Si oui, il faut de la chloroquine, il faut qu'on nous dise exactement si c'est à titre préventif ou si c'est à titre curatif. Et est-ce qu'on va laisser les populations aller s'acheter elles-mêmes la chloroquine, comme on fait pour le moment pour le gel et les autres éléments dont on a besoin? Si on rentre vraiment dans une pandémie africaine, est-ce que les populations seront assez fortes pour pouvoir se procurer? Est-ce que l'État ne va pas subventionner? Est-ce que l'État ne va pas accompagner? Nous sommes un pays, un continent assez pauvre, c'est-à-dire le critère de la pauvreté au niveau international, c'est que les populations ont moins de 500 francs par jour. Donc quand vous demandez à cette population de s'offrir elle-même la chloroquine, son gel et ainsi de suite, on peut se retrouver face à une situation qui sera catastrophique. Alors finalement aujourd'hui, Monsieur Bruno, parce que là on n'a plus beaucoup de temps, aujourd'hui le Covid-19 a fait écran à toute autre pathologie, on confond tous les mots au Covid-19, on n'a plus le droit aujourd'hui de souffrir de paludisme, on n'a plus le droit d'avoir des quintes dans la gorge, même les toux naturels, tout se confond au Covid-19. Du coup, les gens ont peur de se rendre à l'hôpital, de peur d'être confondus ou bien d'être mis sur la liste des personnes souffrant et être mis en confinement. Donc ça aussi, c'est un grand risque que nous courons. Alors, l'intérêt de la coalition, justement, c'est de venir au secours de nos États qui, comme je le disais, semblent être pris à la gorge, semblent être débordés et sont dans le suivisme. Ce que nous disons, c'est qu'il y a à organiser notre espace. Nous avons de grands malades en Afrique. Nous avons des personnes qui souffrent déjà de problèmes respiratoires, de problèmes cardiaques, pneumoniques et tout ça. Et donc, qui sont des personnes qui ont besoin de soins réguliers, de soins intensifs. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que nous sommes dans le schéma européen ou bien est-ce que nous avons une solution appropriée par rapport à cet environnement qui est propre à nous? En tout cas, on espère que les réflexions vont se mener sérieusement et que nous aurons des portes de sortie très rapidement parce que la situation est urgente, assez préoccupante. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Arouan-Mayagaou. Voilà, je rappelle, vous êtes vice-président du secrétariat exécutif international de lutte contre le coronavirus. Voilà, c'est la fin de notre entretien du jour. Nous y reviendrons plus amplement, justement, parlant du Covid-19. Au revoir.